Ma belle-mère autoritaire a fait attaquer ses enfants contre moi lors d'une fête, et maintenant ma femme me demande d'abandonner les poursuites ou elle demandera le divorce. Mais moi, je lui demande si je compose bien le numéro de l'avocat. J'ai 29 ans, et je pense ne pas avoir tort, même si tout le monde prétend le contraire. Ma femme, Alina, 28 ans, et moi sommes ensemble depuis 8 ans, mais mariés depuis seulement 4. Nous avons commencé comme amis dans le même groupe d'études, puis avons commencé à sortir ensemble vers la fin de nos années universitaires. Après le diplôme, je n'avais pas beaucoup d'opportunités dans ma ville natale, alors j'ai déménagé dans la ville d'Alina, où elle avait déjà trouvé un emploi. Cela signifiait que je ne connaissais personne à part elle. Je n'ai pas eu de mal à trouver du travail, et nous avons loué un petit appartement au centre-ville. Alina m'a peu à peu présenté à sa famille. Sa mère, Patricia, dirige la famille comme un général. Le mari de Patricia est mort dans un accident alors qu'Alina avait 16 ans, lui laissant une importante indemnisation et une assurance vie. Elle a investi cet argent intelligemment et possède aujourd'hui 3 biens locatifs en plus de sa propre maison. Patricia a 2 fils en plus d'Alina, Jonah, 31 ans, mécanicien et propriétaire de son propre garage, et Simon, 25 ans, qui vient de terminer des études de commerce et aide Patricia à gérer les propriétés. Toute la famille gravite autour d'elle. Chaque décision importante passe d'abord par elle. Elle a payé le garage de Jonah, les études de Simon, et les prêts étudiants d'Alina. Quand Jonah s'est marié il y a 3 ans, Patricia a financé la moitié du mariage. Quand Simon a voulu une voiture, elle a co-signé le prêt et payé la compte. Alina parlait toujours de sa famille en termes élogieux, surtout de sa mère. Elle l'appelait au moins 3 fois par semaine, parfois tous les jours. Patricia donnait son avis sur tout, la nourriture à acheter, les films à regarder. Ma propre famille vit à l'autre bout du pays, et nous nous parlons à peine une fois par mois. Les problèmes ont commencé lorsqu'Alina et moi nous sommes fiancés. Patricia a immédiatement pris le contrôle des préparatifs du mariage. Elle a réservé le lieu sans nous consulter et a même choisi le menu. Quand j'ai suggéré que nous aimerions peut-être avoir notre mot à dire pour notre propre mariage, Alina m'a répondu que sa mère avait de l'expérience en organisation d'événements et que nous devrions lui faire confiance. J'ai laissé faire, parce qu'Alina semblait heureuse. Le mariage était magnifique, mais j'avais l'impression que c'était celui de Patricia, pas le nôtre. Notre liste de 50 invités est passée à 120. Mais comme c'est elle qui payait tout, il était difficile de se plaindre. Après le mariage, l'ingérence de Patricia s'est intensifiée. Elle a commencé à venir chez nous sans prévenir, surtout le week-end. Comme elle avait les clés, puisqu'elle avait payé la caution, elle entrait comme bon lui semblait. Je rentrais du travail pour la trouver en train de réorganiser les placards de la cuisine ou de faire la lessive. Quand j'ai dit à Alina que sa mère dépassait les bornes, elle m'a répondu que Patricia ne faisait que nous aider et que je devrais être reconnaissant. Il y a 3 mois, les choses ont empiré. Alina et moi essayions d'avoir un bébé depuis 1 an. Nous n'en avions parlé à personne, mais Patricia l'a appris d'une manière ou d'une autre. Elle a commencé à laisser des livres sur la grossesse et à dire que nous devrions transformer la chambre d'amis en nurserie. Quand Alina a finalement admis qu'elle n'était pas encore enceinte, Patricia a suggéré que nous consultions un spécialiste de la fertilité qu'elle connaissait, en proposant même de payer la consultation. J'ai dit à Alina que c'en était trop, que sa mère devait cesser de s'immiscer dans des aspects aussi personnels de notre mariage. Alina s'est braquée et m'a accusé d'être ingrat pour tout ce que Patricia avait fait. J'ai répondu qu'accepter de l'aide n'était pas la même chose qu'accepter le contrôle. L'ambiance a été tendue pendant des semaines. Nous ne parlions presque plus, sauf pour des choses pratiques comme nos horaires de travail ou les corvées. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour éviter d'être à la maison quand Patricia passait. Alina l'a remarqué et m'a accusé d'éviter sa famille intentionnellement. La situation a explosé il y a 2 semaines, lors de la fête d'anniversaire de mariage de Jonah. Alina avait prévu d'y aller depuis des mois, et j'étais censé l'accompagner. La fête se tenait chez Patricia, qui a un grand jardin parfait pour ce genre de rassemblement. La plupart de la famille élargie d'Alina devait être présente. J'ai failli ne pas y aller. J'étais épuisé à cause du travail. Alina m'a dit que ce serait mal vu de manquer un événement familial aussi important, surtout que Patricia demandait souvent où j'étais passé. La fête commençait à 15 h. J'y suis arrivé avec Alina vers 16 h après une matinée de travail. J'étais encore fatigué et pas vraiment d'humeur à socialiser. Patricia a immédiatement serré Alina dans ses bras, puis m'a regardé et a commenté que j'avais l'air fatigué et que j'aurais dû me rafraîchir avant de venir. J'ai passé la plupart du temps assis à une table de pique-nique avec Alina, essayant de discuter avec ses cousins et leurs conjoints. Patricia passait sans cesse pour faire des remarques. Elle a mentionné que le duplex que nous louions avait besoin de nouvelles gouttières et que je devrais m'en occuper rapidement. Elle a demandé à Alina si elle mangeait assez de légumes parce que j'avais l'air pâle. Elle s'est même demandé à voix haute pourquoi je ne parlais pas plus avec les autres hommes. Vers 18 h, le pasteur de l'église de Patricia est arrivé avec sa femme. Patricia a aussitôt appelé Alina pour leur parler des opportunités de bénévolat à l'église. Alina avait commencé à fréquenter de plus en plus souvent l'église de sa mère, quelque chose dont nous n'avions jamais discuté. Je suis resté à la table, consultant mon téléphone pour éviter les conversations. C'est à ce moment-là que Jonah et Simon sont venus vers moi.
Jonah s'est assis en face et a dit qu'on devait avoir une discussion d'homme à homme. Simon est resté debout derrière lui, les bras croisés. Jonah a expliqué que la famille s'était inquiétée de la façon dont je les traitais, lui et Patricia. Il a ajouté que j'avais l'air ingrat pour tout ce que Patricia avait fait et que je rendais Alina malheureuse en me plaignant de leur ingérence. J'ai répondu que cela ne concernait qu'Alina et moi, et qu'il n'avait pas à se mêler de notre mariage. Simon a dit que les affaires de famille concernaient tout le monde, surtout quand elles touchaient Patricia. Jonah a alors ajouté que je devais commencer à faire preuve de respect et de reconnaissance, sinon il y aurait des conséquences. Je me suis levé en disant que je ne me laisserais pas menacer. C'est là que Jonah m'a poussé en arrière. J'ai vacillé, mais je ne suis pas tombé. Simon s'est approché et m'a poussé plus fort, je suis tombé sur l'herbe. Avant que je puisse me relever, ils étaient tous deux sur moi, me donnant des coups de poing. La bagarre n'a duré qu'une trentaine de secondes avant que les autres invités ne les séparent. J'avais la lèvre en sang, la chemise déchirée et le dos couvert de taches d'herbe. Tout le monde criait, quelqu'un appelait Patricia. Alina est accourue, mais au lieu de me demander si j'allais bien, elle interrogeait ses frères. Patricia est arrivée et a exigé de savoir pourquoi il y avait une bagarre à sa fête. Jonah a dit que j'avais été irrespectueux et que j'avais provoqué l'incident. Simon a confirmé et ajouté que je l'avais poussé en premier. J'ai tenté d'expliquer ce qui s'était réellement passé, mais Patricia m'a coupé la parole en disant qu'elle en avait assez de mon attitude. Alina pleurait et demandait à tout le monde de se calmer. Patricia m'a ordonné de partir avant que je ne cause plus de problèmes. Alina a dit qu'elle me ramènerait à la maison, mais Patricia a insisté pour qu'elle reste, car elle attendait cette soirée depuis des semaines. Je suis parti seul, j'ai conduit jusqu'au duplex et je me suis assis là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon visage était enflé, mes côtes me faisaient mal, et j'avais des égratignures sur les bras. J'ai pris des photos de mes blessures avec mon téléphone, puis j'ai appelé la police pour signaler l'agression. 2 agents sont venus à la maison et ont pris ma déposition. Ils sont ensuite allés chez Patricia et ont arrêté Jonah et Simon. Alina est rentrée vers 22h, furieuse que j'ai fait appel à la police. Elle a dit que j'avais provoqué mes beaux-frères en étant irrespectueux pendant une réunion de famille. Selon elle, Jonah et Simon ne faisaient que défendre leur mère et leur sœur. Jonah et Simon ont été libérés sous caution le lendemain matin. Ils sont inculpés pour voie de fait, avec une audience prévue le mois prochain. Patricia a engagé un avocat pour eux deux et harcèle Alina d'appel pour la convaincre de me faire abandonner les poursuites. Alina vit chez sa mère depuis une semaine. Elle vient juste prendre quelques affaires et vérifier le courrier, mais refuse toute vraie conversation. Hier, elle a finalement accepté de s'asseoir pour me demander d'abandonner les charges contre ses frères, disant que cela déchirait la famille et causait beaucoup de stress et de dépenses à Patricia. J'ai répondu que je ne retirerais rien, ses frères m'ont agressé, c'est aussi simple que ça. S'ils avaient voulu discuter de mon attitude, ils auraient pu utiliser des mots au lieu de leurs poings. Alina a dit qu'ils avaient fait une erreur, mais qu'ils ne méritaient pas d'avoir un casier judiciaire. Alina m'a donné un ultimatum hier, si je n'abandonnais pas les poursuites avant vendredi, elle demanderait le divorce. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être mariée à quelqu'un qui voulait détruire sa famille, pour une simple différence d'opinion. Elle a ajouté que Patricia envisageait de vendre le duplex que nous louions, car elle ne supportait plus l'idée que je vive si près. Alina prétend que ses frères regrettent sincèrement et qu'ils ne recommenceront jamais. Elle dit aussi que Patricia a compris la leçon et qu'elle nous laissera plus d'espace à l'avenir. Mais je ne vois pas en quoi abandonner des poursuites pénales changerait la dynamique familiale qui a mené à tout cela. J'aime Alina, mais j'ai l'impression qu'on me demande de choisir entre ma dignité et mon mariage. Sa famille a clairement montré qu'elle ne me considérait pas comme l'un des leurs, et maintenant elle utilise la violence pour me le faire comprendre. Je ne crois pas avoir tort de préférer ma sécurité à un mariage avec quelqu'un qui défend ses frères après qu'ils m'ont roué de coups. Des frères qui m'ont sauté dessus à deux, ça en dit long sur eux. Mise à jour 1. Voici ce qui s'est passé depuis mon message initial. Je n'ai pas abandonné les poursuites. Alina a demandé le divorce le lundi suivant, comme elle l'avait promis. Elle a emporté toutes ses affaires du duplex pendant que j'étais au travail, me laissant une note disant qu'elle me contacterait par l'intermédiaire de son avocat. Je ne dirai pas que je suis heureux, mais si c'est comme ça que ça doit se terminer, qu'il en soit ainsi. Patricia a effectivement vendu le duplex. Elle m'a donné un préavis de 30 jours pour partir, le minimum légal dans notre état. J'ai trouvé un studio de l'autre côté de la ville et j'ai déménagé le week-end dernier. L'audience de Jonah et Simon a eu lieu jeudi dernier. J'y suis allé, même si la famille d'Alina était venue en masse, y compris plusieurs proches que je n'avais jamais rencontrés. Le procureur a indiqué que les 2 frères n'avaient pas de casier judiciaire. La défense a plaidé qu'il s'agissait d'un conflit familial qui avait dégénéré, plutôt que d'une agression criminelle. Les 2 ont plaidé coupables à des accusations de voies de fait simples et ont été condamnés à des travaux d'intérêt général, à suivre des cours de gestion de la colère et à me verser une indemnisation pour mes frais médicaux, pas de peine de prison, ce à quoi je m'attendais compte tenu de leur casier vierge et du soutien de leur famille. Le juge a également prononcé des ordonnances restrictives leur interdisant de me contacter pendant 1 an. Alina était présente dans la salle d'audience avec Patricia et une dizaine de membres de la famille. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Après la sentence,
Je l'ai vue parler à un procureur dans le couloir, je ne sais pas de quoi, mais elle avait l'air bouleversée. La procédure de divorce se déroule sans complications. Pas d'enfants, pas de biens communs importants, juste quelques meubles et cadeaux de mariage. Alina ne veut rien du duplex, puisque c'est Patricia qui avait acheté la plupart des meubles. Je garde mon camion et mes outils, elle garde sa voiture et ses effets personnels. Nous partageons notre petit compte épargne et fermons le compte joint. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'apprendre ce que la famille d'Alina disait sur moi dans mon dos depuis des mois. Pendant la médiation, l'avocat d'Alina a mentionné que Patricia tenait un journal dans lequel elle notait les exemples de mon prétendu comportement irrespectueux depuis Noël dernier. Elle consignait chaque fois que je refusais une invitation familiale, chaque remarque que je faisais sur leur ingérence, et chaque dispute entre Alina et moi à propos de sa famille. Selon ce journal, j'étais un profiteur ingrat qui isolait Alina de sa famille aimante. Patricia notait les dates et heures où je rentrais tard du travail, interprétant cela comme une forme d'évitement, et enregistrait les fois où je ne la remerciais pas immédiatement pour un cadeau ou un service, qu'elle considérait comme des signes de mauvais caractère. Apparemment, Alina participait aussi à ce journal, racontant à sa mère des conversations privées que nous avions eues sur les limites et notre indépendance, des discussions que je pensais être strictement entre mari et femme étaient en réalité transmises à Patricia pour analyse et jugement. Le journal a été évoqué parce que Patricia voulait l'utiliser pour affirmer que j'avais été émotionnellement abusif. Le médiateur a vite écarté cet argument, ne pas être d'accord avec sa belle famille ou vouloir de l'intimité ne constitue pas un abus. Mais cela m'a montré à quel point la famille d'Alina avait réécrit notre histoire. J'ai aussi appris que Patricia avait poussé Alina à tomber enceinte le plus vite possible après notre mariage, convaincue qu'un petit enfant me rendrait plus attaché à la famille et moins enclin à créer des problèmes. Quand nous n'avons pas eu d'enfant immédiatement, Patricia s'est mise à faire des recherches sur les traitements de fertilité et à prendre des rendez-vous sans nous en parler. Les livres sur la grossesse et les références médicales n'étaient pas qu'un signe d'enthousiasme. Alina a admis pendant la médiation qu'elle prenait des vitamines prénatales depuis des mois sur les conseils de Patricia, alors que nous n'essayions même pas activement à ce moment-là. Cette révélation m'a bouleversé plus que presque tout le reste. Alina et Patricia faisaient des plans sur nos futurs enfants sans même m'inclure, planifiaient des consultations médicales dont je n'avais jamais entendu parler. Patricia avait même commencé à regarder des meubles pour bébé et à demander à Alina quel thème elle voulait pour la chambre de l'enfant. Une autre chose révélée fut la version de Jonah et Simon concernant la bagarre à l'anniversaire. Ils ont affirmé que j'avais été impoli et froid avec plusieurs membres de la famille toute la journée, que plusieurs personnes s'étaient plaintes auprès de Patricia parce que je les mettais mal à l'aise. Ils ont dit qu'ils étaient venus me parler amicalement pour arranger les choses, que j'étais immédiatement devenu agressif, que j'avais juré, menacé de partir plus tôt juste pour contrarier Alina, et que j'avais donné le premier coup lorsque Jonah m'avait tapé sur l'épaule pour me calmer. Rien de tout cela ne correspond à la réalité, mais apparemment, c'est cette version que la famille d'Alina croit. Même après avoir plaidé coupable, Jonah et Simon ont maintenu qu'ils avaient été provoqués. Alina n'a pas contredit leur version pendant la médiation. Quand on lui a demandé ce qu'elle avait vu, elle a répondu qu'elle parlait au pasteur et n'avait pas vu le début, qu'en levant les yeux, elle nous avait simplement vus tous les trois à terre et qu'elle ne savait pas qui avait commencé. Mais je sais qu'Alina a vu au moins une partie, car elle a accouru dès que les gens ont commencé à crier. Le fait qu'elle prétende ne pas savoir qui avait commencé m'a semblé être une trahison de plus, surtout après qu'elle avait passé des semaines à me supplier d'abandonner les poursuites. Le divorce devrait être finalisé d'ici un mois. Alina et moi n'avons pas eu de contact direct depuis son départ. Toute communication passe désormais par les avocats, ce qui est étrange après 8 ans ensemble, mais bien moins stressant que nos conversations, qui finissaient toujours par tourner en dispute à propos de sa famille. Je travaille davantage, je prends des petits boulots le week-end pour rester occupé et économiser en vue d'un meilleur appartement. Mon superviseur m'a proposé une promotion, plus de responsabilités, mais aussi un meilleur salaire et de meilleurs avantages. J'y réfléchis sérieusement, maintenant que je n'ai plus de contraintes familiales. Le plus difficile, c'est la solitude. Alina était mon principal lien social ici, et les événements familiaux représentaient la majorité de ma vie sociale en dehors du travail. Maintenant, je réalise à quel point j'avais mis mes propres amitiés et centres d'intérêt de côté. J'ai rejoint une ligue amateur de softball et j'ai commencé à fréquenter le bar local qui parraine l'équipe, cela m'aide à rencontrer des gens qui ne savent rien de mon mariage ni de mon divorce. Mes collègues m'invitent à des barbecues et à des matchs auxquels je refusais autrefois d'aller parce qu'Alina et moi avions des obligations familiales. Je ne regrette pas d'avoir refusé d'abandonner les poursuites, même si cela m'a coûté mon mariage. Alina a choisi de donner la priorité au confort de sa famille plutôt que de soutenir son mari après qu'il a été agressé. J'ai choisi de ne pas me laisser intimider et d'exiger le respect. Les ordonnances restrictives expirent dans 11 mois, d'ici là, j'espère ne plus avoir à craindre de les croiser en ville. Alina peut garder ses dynamiques familiales étouffantes, moi, je vais construire une vie où on me traite avec un minimum de respect. Mise à jour 2. Le divorce a été finalisé il y a 6 semaines, et je pensais que ce serait la fin de tout lien avec la famille d'Alina. Mais cette famille est comme un cancer, elle revient toujours. Commençons par les bonnes nouvelles. J'ai accepté la promotion.
L'équipe de softball est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes, et j'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré par des amis de l'équipe. Elle s'appelle Jessica, elle est infirmière à l'hôpital local. Nous sommes sortis plusieurs fois ensemble, et elle sait que je viens de divorcer, mais je ne lui ai pas raconté tous les détails concernant la famille d'Alina. Mon nouvel appartement se passe bien. Il est plus cher que le duplex, mais avec la promotion, je peux me le permettre, et j'aime avoir un endroit qui m'appartient entièrement, personne d'autre que moi n'a les clés. Jessica a déjà passé quelques week-ends ici, mais je n'ai pas encore laissé de double des clés. Passons maintenant à la partie compliquée. Il y a 3 semaines, je suis tombé sur Simon dans une station-service près de mon travail, la première fois que je voyais un membre de la famille d'Alina depuis le tribunal. Il faisait le plein à la pompe voisine, et on s'est reconnus en même temps. J'ai toujours une ordonnance restrictive contre lui, mais tant qu'aucun de nous ne faisait quoi que ce soit de suspect, l'un pouvait simplement finir et partir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, il s'est approché et m'a demandé si nous pouvions parler. Il m'a dit qu'il voulait me contacter depuis un moment, mais qu'il ne savait pas si cela violerait l'ordonnance. J'ai répondu qu'une brève conversation en public ne poserait pas de problème tant qu'il ne me menaçait pas et ne me suivait pas. Simon s'est excusé pour ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire de mariage. Il a dit que lui et Jonah avaient bu plus que d'habitude et qu'il s'était emporté en pensant que je manquais de respect à Patricia. Il a reconnu qu'il n'aurait jamais dû en venir aux mains et qu'il regrettait sincèrement que les choses aient dégénéré. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a confié avoir lui-même des problèmes avec Patricia. Elle essayait de contrôler sa relation avec sa petite amie, Sarah, exactement comme elle contrôlait celle d'Alina et la mienne. Patricia n'approuvait pas Sarah parce qu'elle n'allait pas régulièrement à l'église. Elle faisait des remarques sur son apparence, son emploi de serveuse et son niveau d'études. Elle mettait la pression à Simon pour qu'il la quitte et trouve quelqu'un de plus convenable parmi ses relations de l'église. Quand Simon a refusé, Patricia a menacé d'arrêter de l'aider à payer sa voiture et son loyer. La conversation a duré une dizaine de minutes, et Simon paraissait sincère. Il a dit qu'il réalisait maintenant à quel point Patricia mettait tout le monde sous pression pour satisfaire ses attentes. Il m'a demandé si je pensais qu'Alina serait plus heureuse si elle pouvait s'éloigner de l'influence de sa mère. J'ai répondu que c'était à Alina d'en décider, et que ce n'était plus mon problème. Simon a hoché la tête, a dit qu'il comprenait, et m'a souhaité bonne chance. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel au travail. La personne au téléphone s'est présentée, Sarah, la petite amie de Simon. Elle m'a dit que Simon lui avait parlé de notre discussion à la station-service et qu'elle voulait me poser quelques questions sur mon expérience avec Patricia et le reste de la famille. Sarah m'a expliqué qu'elle et Simon étaient ensemble depuis presque 2 ans, mais qu'elle ne s'était jamais sentie acceptée. Patricia la faisait se sentir indésirable lors des réunions familiales. Jonah et sa femme étaient polis mais distants, suivant l'exemple de Patricia et traitant Sarah comme une étrangère. La raison de son appel, Simon l'avait demandé en mariage le week-end précédent, et Patricia avait immédiatement essayé de le dissuader. Elle avait dit à Simon qu'il était trop jeune pour se marier et qu'il devait d'abord se concentrer sur sa carrière, que Sarah n'était pas prête pour le mariage et devait s'améliorer avant d'intégrer la famille. Sarah m'a demandé si Patricia avait tenté de contrôler ma relation avec Alina avant notre mariage. Je lui ai raconté comment Patricia avait pris le contrôle total de notre mariage et s'immisçait dans toutes nos décisions personnelles. Sarah m'a dit qu'elle vivait la même chose, Patricia lui donnait des conseils non sollicités sur tout, ses horaires de travail, sa coiffure, sa façon de s'habiller. Elle m'a demandé si je pensais que Patricia finirait par l'accepter ou si les relations familiales resteraient toujours aussi compliquées. Je lui ai répondu honnêtement, Patricia semblait considérer toute personne fréquentant ses enfants comme une rivale, une menace à son influence. Elle s'attendait à ce qu'Alina privilégie les opinions familiales plutôt que celles de son mari, et le même schéma se répéterait probablement dans le mariage de Simon. Sarah m'a remercié pour ma franchise et m'a dit qu'elle comptait avoir une sérieuse conversation avec Simon sur les limites à poser. Elle a ajouté que Simon commençait à prendre conscience du comportement de sa mère, mais qu'il avait peur d'être coupé financièrement et émotionnellement s'il l'affrontait. La semaine dernière, j'ai appris au travail qu'Alina avait demandé de mes nouvelles. Un collègue m'a dit que sa femme, qui travaillait à l'ancien emploi d'Alina, avait été contactée par cette dernière. Je n'y ai pas prêté attention. Si Alina avait besoin de me parler, elle pouvait appeler ou passer par son avocate. Je n'étais pas intéressé à rouvrir la communication juste parce qu'elle estimait avoir quelque chose à me dire. Mais hier matin, Alina s'est présentée à mon appartement. Elle a dit qu'elle devait m'expliquer certaines choses survenues après le divorce. Elle m'a confié qu'elle était retournée vivre chez Patricia, mais que la cohabitation était devenue impossible. Patricia surveillait ses appels, l'interrogeait sur ses sorties et prenait des décisions sur sa carrière et sa vie sociale sans la consulter. Le point de rupture est arrivé lorsqu'Alina a commencé à fréquenter un collègue nommé David. Patricia a immédiatement lancé une véritable enquête, elle a appelé ses anciens employeurs et interrogé ses voisins sur sa famille. Quand Alina a découvert cela, elle a confronté sa mère. Patricia a répondu qu'elle la protégeait d'une autre erreur, comme son mariage avec moi, qu'Alina avait un mauvais jugement concernant les hommes et avait besoin d'être guidée. Patricia avait déjà décidé que David n'était pas un bon parti, car il était divorcé et avait un enfant.
Alina m'a dit qu'elle comprenait enfin ce que j'essayais de lui faire voir à propos du comportement contrôlant de sa mère. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir soutenu quand ses frères m'ont agressé. Elle a admis qu'elle savait que Jonah et Simon avaient commencé la bagarre, mais qu'elle avait eu peur de contredire la version de la famille. Elle m'a aussi révélé que Patricia prévoyait de saboter notre mariage depuis des mois avant la fête d'anniversaire. J'ai écouté les excuses d'Alina, mais je lui ai dit que cela ne changeait rien. Le divorce était définitif. Je voyais quelqu'un d'autre et je n'avais aucune envie de rejouer les mêmes disputes. Alina a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle voulait simplement me dire qu'elle était désolée de ne pas avoir pris ma défense quand il le fallait. Elle a quitté la maison de Patricia et loue désormais un petit appartement plus proche de son travail. Elle ne parle plus à Patricia et a peu de contact avec Jonah. Simon, de son côté, est plus compréhensif car il vit les mêmes problèmes, mais la famille est désormais irréparablement brisée. Jessica sait que mon ex-femme est venue présenter ses excuses, je n'avais pas l'intention de le lui cacher. Ces excuses m'ont apporté une forme de clôture et m'ont confirmé que j'avais pris la bonne décision en ne retirant pas ma plainte pour agression. Si je l'avais fait et que j'étais resté marié, Patricia aurait appris que la violence était un moyen efficace d'obtenir ce qu'elle voulait. Simon et Sarah se sont officiellement fiancés le mois dernier et, d'après les rumeurs, Patricia essaie encore de les séparer. Jonah et sa femme ont leurs propres problèmes à cause des ingérences de Patricia. Alina apprend enfin à vivre de manière indépendante pour la première fois de sa vie. Quant à moi, je me concentre sur ma carrière, ma nouvelle relation et mes amitiés. Les ordonnances restrictives expirent dans 8 mois, mais je doute d'avoir le moindre contact avec eux après ça. Mise à jour 3. Les ordonnances restrictives ont expiré le mois dernier. Je n'ai eu aucun contact avec les deux frères depuis. Simon et Sarah se sont mariés dans une petite cérémonie il y a 6 semaines. D'après ce que j'ai entendu, Patricia n'a pas assisté au mariage et ne lui a plus adressé la parole depuis qu'il a refusé d'annuler les fiançailles. Sarah m'a recontacté il y a environ 2 mois pour me remercier de ma franchise. Elle m'a dit que mes remarques les avaient aidés à reconnaître les manipulations de Patricia. Apparemment, Simon a dit à sa mère qu'il ne voulait plus d'aide financière si elle y attachait des conditions, et qu'il ne tolérerait plus d'ingérence dans son mariage. Patricia a réagi en le coupant complètement, plus de paiement de voiture, elle lui a dit de trouver un autre logement et l'a rayé de son testament. Simon et Sarah ont emménagé dans un appartement qu'ils peuvent se permettre avec leurs revenus combinés, Simon travaille davantage pour compenser la perte du soutien financier. Jonah et sa femme, Lisa, ont également des problèmes avec Patricia. Lisa est enceinte de leur 2e enfant, et Patricia essaie de contrôler les décisions concernant les soins médicaux, la garde des enfants, et même le choix du prénom du bébé. Lisa a finalement dit à Jonah qu'il devait choisir entre l'approbation de sa mère et la santé mentale de sa femme. Jonah a essayé de poser des limites, mais il n'est pas aussi ferme que Simon. Patricia alterne entre moments où elle semble respecter les limites et moments où elle les teste, elle débarque sans prévenir ou prend des décisions sans consulter Jonah et Lisa. Leur relation est tendue, mais pas aussi brisée que celle entre Simon et Patricia. Alina est complètement coupée de Patricia depuis qu'elle a quitté la maison et qu'elle sort sérieusement avec David. Patricia refuse de reconnaître cette relation et raconte aux autres membres de la famille qu'Alina traverse une phase de rébellion, qui prendra fin quand elle retrouvera la raison. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de Patricia face à la perte de contrôle sur ses 3 enfants. D'après un contact de travail, elle raconte à ses amis de l'église que ses enfants se sont retournés contre elle à cause de partenaires manipulateurs qui cherchent à les isoler de leur famille aimante. Le dernier développement a eu lieu il y a 2 semaines. J'étais dans un magasin de bricolage pour acheter des fournitures quand je suis tombé sur Jonah, la première fois que je le voyais depuis le tribunal, il y a plus d'1 an. Il s'est approché prudemment et m'a demandé s'il pouvait me parler quelques minutes. Il s'est excusé pour l'agression et m'a dit qu'il y pensait souvent depuis 1 an. Il a expliqué que les accusations d'agression et les travaux d'intérêt général avaient été un électrochoc, une prise de conscience de la manière dont l'influence de sa mère l'avait poussé à agir contre son propre jugement. Il m'a dit qu'il ne s'était jamais battu à l'âge adulte avant ce jour-là et qu'il avait honte d'avoir laissé Patricia le manipuler au point d'attaquer le mari de sa sœur. La conversation a duré environ 15 minutes, et il semblait sincèrement plein de remords. Il m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner, ainsi qu'à Simon. J'ai répondu que j'appréciais ses excuses, mais que le pardon prendrait du temps, et que je n'étais pas intéressé par la reconstruction d'un quelconque lien avec la famille d'Alina. Jonah a dit qu'il comprenait, qu'il ne cherchait pas une amitié, seulement la reconnaissance du fait qu'ils savaient désormais que ce qu'ils avaient fait était mal. Il m'a aussi confié que lui et Lisa prévoyaient de déménager dans un autre état l'an prochain, après la naissance de leur 2e enfant. Ils ont besoin de distance pour construire leur propre famille sans l'ingérence et la manipulation constante de Patricia. Lisa lui avait posé un ultimatum semblable à celui qu'Alina m'avait donné à l'époque, sauf que Lisa voulait qu'il la choisisse, elle, plutôt que sa mère, et non pas qu'il retire des accusations criminelles. Certaines personnes m'ont demandé si je me sentais vengé après tout ce qui s'est passé. En réalité, je n'y pense pas souvent. J'ai pris la décision qui me semblait juste à l'époque, et je suis satisfait de la tournure qu'a prise ma vie depuis. Refuser d'abandonner les poursuites pour agression n'avait rien à voir avec une vengeance contre Jonah et Simon, c'était une façon de refuser de laisser la violence diriger ma conduite.
Jessica et moi nous concentrons sur la construction de notre vie ensemble, notre relation est devenue sérieuse. Nous avons parlé d'avoir des enfants dans quelques années, de mariage, et nous sommes déjà d'accord sur la façon dont nous gérons les relations familiales et l'implication des grands-parents. Je joue toujours au softball dans la même ligue de loisirs et j'ai tissé de solides amitiés grâce au travail et aux activités sociales. Nous avons un bon groupe d'amis couples que nous voyons régulièrement. Mise à jour 4. Puisque certains m'ont demandé des nouvelles des enfants de mon ex-belle-mère, les voici. D'abord Jonah, d'après ce que j'ai entendu, il a déjà déménagé dans un autre état avec Lisa et leurs 2 enfants. Je ne pense pas qu'il ait encore de contact avec Patricia, une partie du déménagement visait justement à s'éloigner et à échapper à sa toile de contrôle toxique. Je peux me tromper, mais je crois que Jonah n'a même pas laissé Patricia voir son premier enfant à la naissance. Et franchement, tant mieux, cet enfant n'a pas besoin de connaître une grand-mère pareille. Simon, lui, vit toujours en ville, nous avons échangé quelques mots. Il a également coupé les ponts avec sa mère, et cela lui a permis d'avoir un mariage heureux. Pas besoin d'en dire plus, si 2 de tes enfants mènent une bien meilleure vie, sont plus heureux et ont des relations équilibrées avec leur conjointe, loin de toi, alors le problème, ça a toujours été toi. Ce qui nous amène à Alina, qui, elle, n'a jamais complètement rompu avec sa mère. Elle s'était fiancée à un collègue, mais elle a tout gâché à cause d'elle. Elle est revenue dans une relation étroite avec Patricia, et je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce que cela implique, je l'ai vécu. Mais ce nouveau type a eu la chance de s'enfuir à temps. Quant à Patricia, j'ai entendu dire qu'un de ses locataires l'avait poursuivi en justice parce que la maison ne respectait pas certaines normes du comté, et qu'après un accident, il avait décidé de demander des dommages-intérêts. Je ne sais pas combien elle a perdu, mais elle a dû vendre 2, peut-être 3, de ses propriétés. Je ne sais pas si elle a fini par vendre le duplex parce qu'elle en avait assez ou à cause du procès. Quoi qu'il en soit, il ne lui reste qu'un seul bien en location. Elle a également dû vendre la maison où elle vivait, car ses revenus avaient chuté de manière significative après la perte de ses locations. Je n'ai pas vu sa nouvelle maison, mais je sais qu'il y a de nouveaux occupants dans l'ancienne. Quant à moi, Jessica et moi pensons nous marier cet été. Notre relation dure depuis plus de 2 ans maintenant, et les choses se passent encore mieux que je ne l'aurais imaginé. J'ai rencontré ma future belle-mère, et c'est comme rencontrer la version bienveillante de mon ex-belle-mère, tout ce que l'autre n'était pas, et bien plus encore. Elle m'a même préparé des cupcakes, qui sont devenus mes préférés, sans rien me demander en retour. Elle n'a jamais dit à Jessica qu'elle pourrait trouver mieux, elle ne s'est jamais mêlée de nos affaires, et elle n'a rien à redire sur notre mariage, elle veut juste savoir quand et où, pour pouvoir être prête. Aujourd'hui, je me sens enfin membre d'une véritable famille, c'est la meilleure façon de résumer ma vie, et celle des autres personnes qui ont commencé cette histoire. Si j'apprends autre chose, je ferai sans doute une autre mise à jour, mais je ne suis pas cette situation de près, et il se passera peut-être un moment avant que j'ai envie d'écrire à nouveau, seulement s'il se passe quelque chose. Sinon, je vous dis au revoir comme si c'était la dernière fois qu'on se croisait.